L'intelligence artificielle donc et son cadre juridique, sa souveraineté. Alors c'est des sujets qu'on aborde comme ça au gré des différentes conversations qu'on a pu avoir avec les différents spécialistes. Le cadre réglementaire et la souveraineté. C'est vrai qu'on parle beaucoup, notamment en France. Alors je ne sais pas si c'est le cas partout ailleurs, en Europe ou dans le monde, de la RGPD. C'est quelque chose qui revient dès qu'on parle informatique, numérique, j'ai envie de dire. On a un petit peu abordé l'IA Act hier, comme ça, on l'a un peu survolé. Est-ce qu'on peut développer dans le cadre réglementaire et de la souveraineté l'importance de ces RGPD, de cet IA Act? Oui, tout à fait. Alors, il faut savoir que les initiatives réglementaires et juridiques ne sont pas nécessairement réservées à l'Europe. On a le Canada qui est aussi très engagé dans les problématiques qui sont éthiques et humaines au niveau de la réglementation. Évidemment, les États-Unis ont aussi leur propre cadre juridique. Pareil pour la Chine, pareil pour des continents comme l'Afrique, avec des pays comme le Nigeria, par exemple, qui sont vraiment novateurs en termes d'intelligence artificielle. La seule différence, ça va être dans la manière dont on va traiter ces problématiques réglementaires, puisque, et c'est un petit peu ma ligne conductrice, je parle beaucoup d'éthique, et on ne peut pas dissocier l'éthique du cadre juridique, puisque qu'est-ce qui fait qu'on va faire une réglementation plutôt qu'une autre? Ça va être en fonction de nos valeurs, ce qui est acceptable et ce qui n'est pas acceptable. Ça va être ce qui est toléré en termes économiques, en termes marchands, en termes politiques. Et tout ça, ça va faire varier en fait les réglementations. Nous, on se rapproche un petit peu en Europe de la réglementation du Canada, qui est un tout petit peu, on va dire, en avance par rapport à nous. Mais il faut savoir que nous, en Europe, on a ce qu'on appelle la CNIL, qui est une entité qui est présente dans chaque pays d'Europe et qui va gérer tout ce qui est attrait à ce cadre juridique et réglementaire autour des données personnelles. Et c'est là qu'entre en jeu le RGPD. Alors il faut savoir que le RGPD, il est arrivé en mai 2018, mais c'est pas une réglementation qui date exactement de ce moment-là, c'est arrivé bien avant avec la loi informatique et liberté dans les années 70, qui a évolué au fur et à mesure de l'arrivée d'Internet et de l'arrivée des ordinateurs d'abord. Vers les années 2005, on a commencé à réfléchir à se dire, bon, il y a l'arrivée d'Internet, qu'est-ce que ça va changer? On a eu un nouvel espace informationnel, beaucoup d'informations qui ont commencé à circuler. Et après, vers 2016, on s'est vraiment interrogé sur, OK, maintenant on a les réseaux sociaux, on a les GAFAM, on a tous ces acteurs économiques qui récupèrent énormément de data, énormément de données personnelles, et qui les réutilisent à des fins commerciales. Et c'est là que c'était important de se dire, OK, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour cadrer toutes ces problématiques-là? Parce que quand on parle de données personnelles, on ne parle pas juste d'un prénom, d'un nom ou d'un âge. Ça, c'est ce qui est défini dans la définition même de données personnelles. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Quand on récupère des données personnelles, je prends l'exemple du smartphone parce que c'est l'exemple le plus parlant, mais quand vous avez un téléphone, si vous avez WhatsApp, Instagram, Facebook, déjà les trois, c'est Meta. Donc déjà, on peut récupérer les données sur ces trois plateformes. Et si vous utilisez d'autres logiciels, en fait, à chaque fois que vous acceptez les conditions d'utilisation que personne ne lit, parce et que c'est on l'accepte parce que ça va. Et qu'on accepte d'office parce que sinon on ne peut pas utiliser le logiciel, Voilà. et c'est là qu'on donne notre consentement, qui théoriquement est censé être libre et éclairé. Alors on peut se questionner sur la notion de consentement libre et éclairé quand on accepte des conditions d'utilisation qui sont parfois peu intelligibles ou peu lisibles, mais c'est ça en fait qui va couvrir en fait les répercussions ou les accords que vous donnez sur vos données personnelles. Et alors, le RGPD, il vous confère beaucoup de droits. Et ces droits, vous pouvez les réclamer directement auprès de la CNIL. Vous avez un droit de consultation sur vos données personnelles, vous avez un droit de modification et un droit de suppression de vos données personnelles, entre autres. Donc, si jamais vous avez un signalement à faire, si jamais vous avez une question à poser, c'est auprès de cette entité-là que vous allez vous rapprocher. Et évidemment, si dans les collectivités, vous n'avez pas de DPO, c'est le moment d'envisager de mettre en place ce type de poste, parce que c'est ça qui va vous permettre de vous protéger juridiquement aussi à ce niveau-là. Une fois qu'on a eu cette révolution des réseaux sociaux, où on a eu cet afflux informationnel extrêmement massif, où on a eu ce que j'appelle un double virtuel. Parce qu'imaginez, vous êtes, vous, en tant qu'individu, vous avez vos passions, les choses que vous aimez, vos valeurs, vos principes. On ne se rend pas compte, mais en fait, en utilisant les logiciels et les réseaux, on donne énormément d'informations sur nous. Parfois, inconsciemment et sans s'en rendre compte. Et parfois, ce n'est pas des informations brutes qui sont données. C'est des petits morceaux d'informations qui sont recoupés pour construire un double de vous, stocké quelque part sur le cloud, sur un réseau, sur un serveur, pardon. Et c'est ça qui va permettre ensuite de générer, est-ce que j'ai envie de manger un burger aujourd'hui? Oui, non,
à force de voir mon burger, oui, je vais finir par le manger. Je vais m'acheter une petite robe, je vais avoir 50 robes dans mon fil d'actualité ou dans mes publicités. Et c'est ça, en fait, les données personnelles. On a une conversation à table avec quelqu'un, on allume Instagram, dans Absolument. la seconde qui suit, on a une pub qui correspond exactement à la conversation qu'on vient d'avoir. Et alors, sur les réseaux sociaux, je ne sais pas pourquoi, là, dernièrement, il y a eu tout un bruit autour de cette écoute-là du téléphone, mais ça date pas du tout d'hier, c'est vraiment, ça fait un petit moment déjà que ça existe. Donc effectivement, on est, entre guillemets, écouté, parce qu'effectivement, si jamais j'ai besoin de dire « dis Siri », OK Google, il faut que le téléphone il puisse capter le mot-clé. Donc forcément, il écoute quelque part ce qu'on est en train de dire. Donc pour conclure sur les RGPD, c'est vraiment à l'avènement d'Internet tel qu'on le connaît aujourd'hui, et des réseaux sociaux, qu'on a eu tout ce cadre qui est apparu, qui est extrêmement important, et vous pouvez revendiquer vos droits, ça aussi c'est très important. Et en tant que collectivité, c'est aussi important de se conformer à tout ça, parce que les amendes peuvent être très salées. Je vous donne un exemple. En 2021, on a Amazon qui n'a pas respecté le RGPD par rapport au territoire européen, et ils ont écopé de plus de 700 millions d'euros d'amende. Bon, alors pour Amazon, on peut se dire que c'est une goutte d'eau, mais quand même, 700 millions, ça fait pas mal. Google aussi, eux, c'était pour des notions de transparence et d'explicabilité sur leur algorithme, mais en tout cas, il y a vraiment des conséquences économiques graves et parfois dramatiques pour des entreprises, et ça touche tout le monde, que ce soit les GAFAM, les grosses entreprises ou les plus petites ou les collectivités. Ça n'épargne personne. Donc vigilance pour les collectivités de s'y conformer à la lettre pour éviter toute sortie de route. Comment on concilie innovation justement et droits fondamentaux? Oui. Ça va vite, je crois qu'on l'a dit hier, l'IA et l'innovation entre guillemets qui s'est développée le plus rapidement possible, plus vite que les smartphones, plus vite qu'Internet, plus vite que les ordinateurs à la maison. Je ne sais plus ce que nous disait Cyril, je crois que c'est en 6 mois que ChatGPT avait eu 100 millions d'utilisateurs. Enfin bon bref, je ne vais pas dénaturer ces chiffres-là, mais c'est un constat qu'on fait. Comment on fait pour rester les pieds sur terre et garder une ligne directrice alors qu'on n'est pas maître du temps par rapport aux innovations? Alors c'est une question qui mériterait que je prenne 3 heures pour y répondre parce qu'il y a vraiment énormément de choses à dire, mais je vais essayer de faire très synthétique. Concilier innovation technologique et bien commun et bien-être humain de manière générale, c'est pas facile parce qu'on a souvent d'un côté toute une équipe d'entreprises, de chercheurs qui nous promettent que les intelligences artificielles ce sera l'émancipation du travail, que ça va permettre aux individus de ne plus travailler, de nous soulager de toutes les tâches possibles et imaginables, d'avoir du temps pour soi, de méditer, de conscientiser les choses, que ce sera un monde parfait, idyllique et utopique. Ça c'est un côté, donc eux sont vraiment pro-innovation et on y va à fond, on s'en fiche un petit peu du cadre réglementaire et on y va. De l'autre côté, il y a un petit peu ceux qui sont beaucoup plus frileux, voire qui sont carrément anti-technologie et qui se disent, bon, pour éviter justement d'arriver à des extrêmes où on bafoue nos droits et nos libertés, on ne veut pas mettre d'intelligence artificielle et on est contre ces technologies. Et puis au milieu, il y a un petit peu un entre-deux où on est OK pour accélérer l'innovation technologique pour nous permettre de nous soulager sur certaines tâches, okay, tout en gardant un esprit critique en se disant mais il y a des problèmes, il y a des failles, et c'est sur ces failles-là qu'on doit travailler avant de mettre en place de l'intelligence artificielle un petit peu partout. Et il y a un vrai problème aujourd'hui dans les discours marketing et médiatiques autour de l'intelligence artificielle, et je pense que c'est l'un des problèmes principaux. Alors, Quentin tout à l'heure a évoqué les imaginaires. C'est quelque chose que je travaille justement dans le cadre de mes recherches, les imaginaires et les perceptions des IA génératives, et je fais bien le distinguo entre IA dite traditionnelle et IA générative. Les IA traditionnelles, je vous donne un exemple, c'est le GPS que vous utilisez pour aller au travail le matin, ou c'est l'algorithme sur TikTok qui va vous choisir vos vidéos. Et l'IA générative, c'est le grand connu, ChatGPT, qui va générer donc du contenu textuel, visuel, sonore. Le problème avec cette technologie-là, d'IA générative en particulier, c'est que c'est arrivé aux mains du grand public extrêmement rapidement, sans annonce et sans que l'éducation prenne en main le problème. Et donc, au-delà de ça, on a aussi tous ces discours dans les médias, mais aussi des grandes entreprises qui vous vendent des solutions dites magiques, souvent pour résoudre des problèmes qui parfois n'existent même pas, donc on crée un besoin. On vous propose une solution toute faite, alors que je pense que vous le savez très bien, surtout en tant que collectivité, les solutions toutes faites, ça peut pas fonctionner dans des communes, ça peut pas fonctionner à l'échelle d'un département, d'une région, parce qu'on a des problématiques qui sont uniques à chaque fois, en fonction de l'endroit où vous vivez, en fonction de vos valeurs, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte.
Et eux s'appuient vraiment sur ce truc-là de, ok, effectivement, il y a la cinématographie, la littérature, on nous a façonné un imaginaire collectif, parce qu'on partage tous à peu près le même imaginaire, soyons honnêtes. On n'a pas tous, par contre, la même perception de ces IA, et la manière dont on va percevoir ces intelligences artificielles génératives, ça va avoir un impact sur la manière dont on va l'utiliser. Exemple concret, il y a Anthropic, donc, qui est le créateur de l'IA générative Claude, qui a sorti un rapport très récemment, il y a 2-3 mois, sur les usages de l'IA générative dans le monde. Et il est ressorti qu'en 2024, le premier usage dans le monde, c'était la recherche d'informations et la rédaction, en tout cas des travaux de recherche ou professionnels. Aujourd'hui, en 2025, soit 1 an plus tard, la première utilisation des IA génératives dans le monde, c'est le compagnon émotionnel. Donc, le psychologue, donc... ça, c'est très important de le comprendre parce qu'en fait, il y a un basculement sur la promesse initiale des marketeurs et des médias aussi, parce que c'est le colporteur de discours, c'est eux qui transmettent l'information, sur l'intelligence artificielle est un outil de travail, est un outil d'émancipation, vers, on a vraiment un glissement, et c'est ce paradigme-là que j'étudie, un glissement vers, ça devient ce que j'appelle un partenaire cognitif. Et ce partenaire cognitif, il va au-delà d'un simple outil et d'une simple interface, c'est vraiment comme... je sais pas, plus qu'un bras droit ou plus qu'un deuxième cerveau, c'est vraiment quelque chose qui m'accompagne au quotidien. Pas plus tard qu'il y a 3 jours, ChatGPT était en down, il était out. Il fallait voir les réactions des personnes sur les réseaux ou les gens qui étaient au travail. Ils étaient complètement perdus. Ils savaient plus quoi faire, ils savaient plus rédiger un mail, ils savaient plus quoi dire à leur boss, ils savaient plus quoi faire. Et c'est un vrai problème, non seulement dans le monde professionnel, parce qu'on peut se questionner sur... mes capacités, est-ce que je suis toujours capable de faire les mêmes tâches? Est-ce que je me fais toujours confiance? Et puis les plus jeunes, et c'est eux les plus impactés, quels sont les impacts que ça va avoir sur les jeunes d'aujourd'hui qui seront les adultes de demain? Et pour certains qui sont déjà les adultes d'aujourd'hui, parce que 2022, ça date pas d'hier non plus, cette notion de partenaire cognitif, c'est une transformation profonde de notre société. Et dans les années à venir, on risque de développer une forme de dépendance cognitive très forte. Et c'est ce que l'UNESCO dans ses recommandations, souligne ce risque de dépendance cognitive qui est très forte. Et ça fait partie des 5 ou 6 piliers éthiques, justement recommandés par l'OCDE et l'UNESCO. Et ce sont des problématiques sur lesquelles on doit beaucoup s'appuyer et s'inquiéter, aussi dans les collectivités, parce que dans vos collectivités, vous avez des familles, des parents, des enfants, des personnes âgées. Tous ces gens-là sont concernés par ces problématiques-là qu'on a tendance un petit peu à écarter du débat public. Il y a les USA, il y a la Chine, on a l'impression qu'ils se tirent la bourre à qui mieux mieux, et il y a l'Europe où on a l'impression que le cadre réglementaire est plus strict. Qu'on peut pas calquer ce que font la Chine et les États-Unis chez nous. Alors oui, mais encore une fois, c'est parce qu'on n'a pas du tout la même culture. Nous, on est très strict parce qu'on est le pays des droits de l'homme en France déjà d'une part, et qu'en Europe, mais après, encore une fois, tout ce qui est réglementation et même modèle d'IA, générative surtout, c'est la parfaite représentation de notre modèle de société, notamment chez nous en Europe qui est très occidocentré. Donc j'ai entendu là, il n'y a pas longtemps, quelqu'un qui disait que Mistral c'était l'IA la moins biaisée parmi toutes les IA génératives. Alors c'est un institut français qui a fait l'étude, donc forcément, effectivement c'est la moins biaisée par rapport à mon propre système de valeurs français. Par contre, si l'étude avait été faite par des Chinois, effectivement, non, ça aurait été pas la même chose. Effectivement, là, ça aurait été plus biaisé. La réglementation, c'est la même chose. On peut considérer effectivement qu'en Europe, on est plus strict, qu'en Chine, ils sont un peu plus permissifs parce qu'eux ont le système de notation sociale, notamment les systèmes de reconnaissance faciale. Ils sont un peu moins inquiets aussi des biais algorithmiques inhérents à ces systèmes-là. Nous, en Europe, on est très au fait, et c'est d'ailleurs une des principales raisons, au-delà de la liberté et des droits que nous avons, il y a aussi cette notion de biais algorithmique qui est super importante, et ça va de pair avec la notion d'équité et d'inclusion aussi. Aux États-Unis, c'est un petit peu différent parce qu'ils ont une réglementation qui couvre tout le territoire, mais qui aussi fonctionne par État. Donc en fonction de l'État où vous vous trouvez, ça ne va pas être la même chose. Et eux sont un peu plus permissifs au niveau de l'innovation et ils ont un petit peu moins de garde-fous sur tout ce qui est notamment reconnaissance faciale. Par exemple, il y a quelques années, ils ont essayé de mettre en place un système de reconnaissance faciale pour voir si une personne qui avait une démarche dite étrange dans la rue pouvait potentiellement commettre un crime ou un délit. Alors, on est aux États-Unis. On parle d'un système algorithmique. Évidemment que ce système algorithmique-là, en termes de pourcentage, a désigné les hommes noirs comme plus dangereux que n'importe quel autre individu. Et ça, c'est une réalité et qu'on ne dit pas souvent, mais c'est le cas. Pourquoi ? Parce que
il faut vraiment voir les IA comme un reflet de notre société. Elles nous renvoient comme un miroir les stéréotypes genrés, racisés, que nous avons en fait et que nous ne voyons parfois même plus, et qui se retrouvent avec les données d'entraînement et aussi avec les concepteurs dans ces systèmes algorithmiques-là. Et donc on se retrouve avec des fois des situations qui sont complètement dramatiques, et ça existe aussi en France. Là j'ai pris un exemple un petit peu extrême, mais c'est vrai. Hein. En France, Parcoursup, c'est un système algorithmique qui n'est pas transparent. C'est pas pour pointer du doigt le logiciel, hein, pas du tout, mais je veux dire, ça n'a pas de transparence. Donc on n'est pas capable de dire pourquoi est-ce que tel élève a été pris dans tel lycée et pas un autre. Il n'y a pas cette notion d'explicabilité non plus. Et puis, il y a plein d'autres en fait, situations comme ça où les IA régissent déjà nos vies sans qu'on s'en rende compte avec ces biais algorithmiques-là, et qui est une vraie problématique qu'il faut vraiment apprendre à maîtriser, parce que quand on met en place des systèmes algorithmiques, ce sont les données d'entraînement qui vont donner d'une part ces résultats, et c'est toute la problématique, c'est de se dire, ok, je sais qu'on a des biais algorithmiques, je sais qu'il faut les corriger, il faut que je travaille sur la question, il ne faut pas que je laisse en suspens ces choses-là, et il faut que, quand on met en place un projet d'IA, on ne s'arrête pas au moment où l'IA arrive en place, il faut vraiment continuer tout du long, auditer régulièrement, voir s'il y a des évolutions, parce que c'est une technologie qui évolue vite, qui n'évolue pas toujours de la bonne manière, et qui, malgré le fait que Google nous dise qu'effectivement, ils ont fait en sorte d'enlever la majorité des biais algorithmiques, quand on lui demande de générer une image de PDG, ce sera quand même toujours un homme blanc, âgé, en costume. Je veux dire, ça n'existe pas un PDG noir, ça n'existe pas un PDG indien, ça n'existe pas un PDG femme. Femme, oui, ce que j'allais dire, jeune. Un PDG jeune, et inversement, à des infirmières, ça n'existe pas des infirmiers âgés. Enfin, il y a un problème d'agisme, un problème de genre, un problème d'origine sociale. Enfin, il y a toutes ces problématiques-là qui sont super importantes à prendre en compte aussi. Alors, je suis partie un petit peu loin dans mon idée. C'est bien. En gros, l'IA est un homme blanc de plus de 40 ans, voilà, hétéro. Donc, c'est vraiment le reflet des concepteurs et données d'entraînement. Et donc, la question, c'était comment est-ce que j'associe innovation technologique et droits fondamentaux ? Bah, justement, en se questionnant sur tous ces sujets-là et en n'allant pas trop vite. Et c'est ce que l'Europe essaye de faire, c'est de nous pousser à ralentir. Parce que c'est pas pour rien que les concepteurs d'intelligence artificielle font la course à ce point-là, c'est qu'il y a un intérêt politique très fort, un intérêt économique très fort, un intérêt d'influence extrêmement puissant auprès des jeunes. Et c'est ça, en fait, qui va nous permettre, en Europe en tout cas, d'essayer d'allier innovation et droits fondamentaux. Et j'estime, et je pense, que ceux qui réussiront le mieux, ce sont ceux qui auront réussi à allier ces deux choses-là. Pour terminer, comment on sensibilise et on implique les citoyens justement par rapport à toutes ces questions ? Le but, c'est de démystifier un petit peu cette aura de l'IA. Ouais, justement. Alors, pour moi, la pierre angulaire de toute chose, la base, les fondations de tout ce qui existe dans notre société, c'est l'éducation. On commence par l'éducation, on commence par apprendre, on commence par comprendre, et après on fait. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, quand on met dans les mains de tout le monde une technologie qu'on ne comprend pas, c'est là qu'on se retrouve avec du grand n'importe quoi. Des peurs, des craintes, du rejet, un manque de confiance, des pratiques qui sont pas bonnes, on ne connaît pas l'impact écologique, on ne sait pas ce qui se passe en fait. Alors c'est pratique, on peut faire plein de choses avec. Là on parle surtout, donc dans les collectivités, il y a deux choses. Hein. Il y a d'une part les agents et les citoyens qui vont utiliser ou faire face à ces IA, qui vont soit les subir, soit les accepter, mais en tout cas qui vont être face à ces outils. Eux, il va y avoir toute une phase d'acculturation et de sensibilisation. Alors, ça peut passer par des ateliers organisés par des mairies, organisés par des associations, ça peut passer par des cafés IA, ça peut passer par des concertations. C'est important d'impliquer tout le monde du mieux possible. Communiquer à ce sujet, c'est très important aussi, à travers des magazines, à la radio, je sais pas, n'importe quel canal de communication, en fait, c'est très important. Proposer dans les écoles aussi aux parents de s'informer à ce sujet. Il faut vraiment mettre le paquet sur la formation, et je fais une différence entre formation et acculturation. La formation, vraiment, on rentre dans le détail de comment est-ce qu'on l'utilise exactement, qu'est-ce que c'est et comment ça fonctionne. L'acculturation, la sensibilisation, c'est plus qu'est-ce que c'est qu'une intelligence artificielle et quels sont les enjeux éthiques, sociaux et sociétaux inhérents à ces machines et qu'est-ce que ça va engendrer pour vous concrètement. Ça ne sert à rien de partir trop loin dans l'explication, mais il faut être dans le très concret parce que c'est ce qui intéresse les gens finalement. Il y a du coup cette partie
agents et citoyens. Mais ce que je disais tout à l'heure, c'est que le glissement entre professionnel et vie privée, il se fait de manière assez naturelle. Quand on utilise une IA générative type ChatGPT ou Mistral une fois par semaine au travail, on finit par l'utiliser 2 fois, puis 3 fois, puis 4 fois. Puis le soir, quand je rentre, je vais ouvrir mon frigo, je vais demander à ChatGPT qu'est-ce que je peux manger. Puis je vais lui demander ma fille pleure, pourquoi est-ce que... Voilà, je vais lui demander des idées pour lire des livres. Et en fait, tout doucement, ça va s'immiscer dans notre vie privée. Et il ne faut pas oublier cet aspect-là qui est aussi absolument essentiel. On doit être informé sur ces notions-là que j'expliquais tout à l'heure, de biais cognitifs que nous avons, de biais algorithmiques que les IA ont, de toutes ces notions de partenaires cognitifs. Alors pas besoin de faire comme moi avec des termes un peu trop scientifiques, c'est pas utile, mais vraiment expliquer qu'on ne doit pas tomber dans la dépendance et dans l'utilisation excessive et qu'il faut être conscient de ce qu'on fait et de ce qu'on utilise et qu'il ne faut pas aller à l'excès. Donc d'une part former agents et citoyens et d'autre part former les plus jeunes, acculturer les plus jeunes, sensibiliser les plus jeunes, c'est super important, c'est eux les plus sensibles, c'est eux les premières cibles. Un petit peu comme d'habitude quand on parle de tout ce qui est système algorithmique, ce sont eux les plus sensibles. Mais ce sont eux aussi qui vont façonner la société de demain. Et c'est maintenant qu'il faut s'y prendre. C'est pas dans 10 ans, c'est pas dans 5 ans. Le moment, c'est maintenant. Mesdames et messieurs, Amélie Raoul. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Ah ben oui. Merci. Bonjour, je vous remercie pour votre intervention passionnante. Ça me ramène à une émission de radio que j'entendais ce matin et qui parlait d'addiction vis-à-vis des réseaux sociaux de la jeunesse, mais pas que de la jeunesse. Et les intervenants concluaient, ou en tout cas réfléchissaient à l'interdiction pure et simple des réseaux sociaux. C'est d'ailleurs un débat d'actualité. Est-ce à dire que pour l'intelligence artificielle, il faut déjà qu'on réfléchisse à cela ? Pas du tout. Moi, je suis absolument contre cette idée et je vais vous dire pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on va aller interdire quelque chose qui, de toute façon... est présent, c'est là. Comment est-ce qu'on interdit l'usage des réseaux sociaux pour les plus jeunes? On met quoi? On demande l'âge, on met un pare-feu, on met un truc contrôle parental, ça marche pas. Et ça a été prouvé dans l'éducation, parce que moi j'ai été enseignant plusieurs années et encore aujourd'hui je suis professeur à l'université cette fois-ci. J'ai beaucoup côtoyé mes élèves et on sait que quand on interdit quelque chose, notamment les réseaux sociaux, il y a toujours soit le moyen d'y aller, soit c'est complètement contre-productif, parce qu'il y a une sensation on va se sentir exclu, on sera plus, par rapport aux autres camarades, on sera plus pareil. Et puis même, interdire, c'est pas la solution. De toute façon, c'est ici. C'est là, il faut savoir prendre les choses dans le bon sens. Donc, avoir des cours à l'école sur c'est quoi un réseau social, comment ça fonctionne, c'est quoi les risques. Les parents doivent aussi s'impliquer énormément parce que c'est aussi la famille, c'est un petit peu aussi la base de l'éducation. Et pour les intelligences artificielles, interdire, non, pas du tout. Les intelligences artificielles, c'est là, ça sera là encore demain. Il faut apprendre à les utiliser encore une fois. Et de toute façon, c'est trop tard. Je vous dis, là, mes étudiants, je leur demande n'importe quel devoir. Le premier réflexe qu'ils vont avoir, c'est ChatGPT. Les élèves de collège et lycée, c'est la même chose. Et le problème, c'est que les profs, ils sont pas assez formés pour non plus déceler qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Donc, interdire, non, c'est pas la solution. Essayer de réguler par des réglementations, oui. La régulation, oui. L'interdiction, non. Et puis, l'éducation, c'est le truc par lequel il faut toujours commencer, tout simplement. Merci beaucoup. Je vous demande d'applaudir une nouvelle fois Amélie Raoul. Merci.